Cette semaine, dans Carnet de santé, nous braquons nos projecteurs sur l'aide humanitaire dont une personne sur 23 a maintenant besoin. Nous aurons aussi un expert qui parlera des enjeux de l'aide humanitaire à l'échelle planétaire. De plus, il sera question des scientifiques qui avertissent que la maladie cardiaque est liée au niveau de sucre dans le sang. Enfin, nous verrons comment un dresseur de chiens entraîne des chiots pour en faire des chiens d'assistance susceptibles de changer la vie, notamment en aidant les aveugles. Tout cela et bien plus encore, c'est dans cette édition de Carnet de santé. Salut à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à Carnet de santé. Une personne sur 23 a désormais besoin d'une aide humanitaire selon les Nations Unies. En 2023, plus de 339 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire et de protection. Il s'agit d'un record avec une augmentation significative par rapport aux 274 millions de personnes au début de l'année 2022. L'ONU et les organisations partenaires visent à aider 230 millions de personnes les plus nécessiteuses dans 69 pays. Il y a un nombre croissant de situations complexes. Cette année, on s'attend à une augmentation des crises de longue durée et de la pression exercée sur le système humanitaire pour y répondre. Parmi les crises actuelles, il y a celle du Niger qui vient de connaître un coup d'État militaire. Suite à cela, des sanctions ont été imposées au Niger. Les activités de certaines ONG sont au ralenti, aux grandes dames des communautés qu'elles aident. C'est ce qu'illustre d'ailleurs ce reportage de notre correspondant à Niamey, Abdul Razak Idrissa, qui est allé à la rencontre des responsables de deux organisations œuvrant dans les domaines du genre, de la paix et de la sécurité, ainsi que de la santé. Hamza Jubo est le directeur exécutif de l'ONG Escavi, Éducation, Santé et Amélioration du cadre de vie. Sa structure s'active dans l'accès aux services de santé avec un accent aux malades du paludisme ainsi que dans la promotion de la couverture sanitaire universelle au Niger. Depuis le coup d'État militaire, les partenaires qui le financent pour mener ces activités ont soit suspendu, soit reporté leur aide. La CEDEAO a imposé un certain nombre de sanctions qui touchent évidemment le secteur de la santé. Nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous essayons de développer une résilience face effectivement à cette situation. Par exemple, je prends le cas de la disponibilité de fonds pour nous permettre de dérouler nos activités. Comme nous le savons, avec la restriction au niveau des banques, nous n'avons pas accès à des ressources suffisamment importantes pour nous permettre de dérouler certaines activités. Pour s'adapter à la situation et limiter les effets négatifs de cette suspension, il a été procédé à une priorisation des interventions. Si je prends le cas du paludisme, la question de la CPS c'est la campagne de prévention saisonnière. En fait, le fait qu'on amène à ces enfants âgés de 0 à 5 ans des molécules pour la prévention du paludisme, comme nous savons que nous sommes dans la période des grandes pics du paludisme au Niger. Donc nous essayons de faire en sorte que ces activités puissent continuer au niveau communautaire. De son côté, Rabia Jubo Magaji coordonne l'Alliance pour la paix et la sécurité APES Niger, structure qui œuvre dans les domaines du genre, de la paix, de la sécurité, des droits de l'homme et de la gouvernance. Avant le coup d'État, elle devait se rendre dans la région de Tillabéri dans le cadre de ses activités, ce qui n'est plus possible. On ne peut pas aller parce que déjà au niveau des banques, on ne peut pas tout débloquer. Aussi, on attend de voir, parce que là, on ne sait même pas à quelle autorité s'adresser. Il y a des nouveaux gouverneurs qui sont là, qui ne sont pas bien installés, alors qu'on travaille avec eux. Et il y a la direction régionale de la protection de la femme et de l'enfant qui maintenant, à notre grande surprise, il n'y a plus le ministère. Maintenant, on ne sait pas quand on va aller à Tillabéri
à qui on va s'adresser. Donc c'est ça qui fait un peu la difficulté. Alors qu'on assiste à une escalade entre les nouvelles autorités du Niger et la communauté internationale, particulièrement la CEDEAO, plusieurs organisations non gouvernementales internationales ont mis en garde sur le fait qu'une instabilité accrue et des sanctions pourraient exacerber les besoins humanitaires des plus vulnérables que sont les femmes et les enfants. À présent, le docteur Guamaka Edouard du Fonds national d'assurance maladie à Dodoma en Tanzanie nous en dit plus sur les défis auxquels sont confrontés les agents de santé engagés dans l'aide humanitaire. There is a challenge of logistics. Il y a le défi logistique, comment transporter de nombreux produits de base vers les endroits qui en ont besoin. La question de la logistique est donc aussi un enjeu. Il s'agit d'acheminer ces produits de base là où ils sont nécessaires. Un autre défi est la question morale. Pendant la guerre, deux camps s'opposent. La question de la neutralité et de l'impartialité dans la fourniture des soins se pose par conséquent. C'est un dilemme moral pour les travailleurs de la santé. Par exemple, dans les endroits où il y a des conflits sociaux, quelqu'un peut juger que vous méritez d'être puni parce que vous vous opposez au gouvernement. Mais selon l'éthique médicale, vous devez vous occuper de tous les malades. Tous les patients des deux camps doivent être soignés de la même manière. Un autre défi est le manque d'équipement. Notre système de soins de santé est sous-financé, de sorte que la disponibilité des fournitures médicales pour les imageries, comme l'ambulance, les médicaments et les équipements est insuffisante. Mais lorsque le pays ne dispose pas de ressources suffisantes pour le système de soins de santé, c'est un défi. Un autre problème est celui de l'expertise sur la manière de gérer les cas d'urgence. Vous constaterez que nous avons peu d'experts qui ont reçu une formation intensive pour fournir des soins d'urgence aux personnes dans le besoin, car il s'agit d'une spécialité, la médecine d'urgence. Ils ont donc besoin de personnel qualifié qui sont formés spécifiquement pour se spécialiser dans la fourniture des soins d'urgence. Elles doivent connaître la coordination en cas de crise, comme les inondations, pour être à la hauteur. Il faut des personnes qui soient le meilleur soutien possible. Et ce support fournira de manière adéquate des soins aux blessés, aux victimes, aux personnes affectées. Nous savons que lors d'inondations, de tremblements de terre ou de guerre, les enfants sont les plus touchés, suivis des femmes. Il faut donc disposer de l'expertise appropriée pour fournir des soins aux populations concernées. Les chercheurs qui ont mené la dernière étude sur les liens entre les maladies cardiaques et le diabète affirment que ce n'est pas une surprise que les deux soient liés. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que tant de personnes avec une glycémie légèrement plus élevée soient également à un niveau de risque plus élevé de développer ces maladies. Des chercheurs en santé publique de l'École d'hygiène et de médecine tropicale de Londres, en Grande-Bretagne, ont examiné les dossiers de 420 000 personnes inscrites à la biobanque du Royaume-Uni. Cette banque stocke des données biomédicales comme les scanners et les résultats de tests sanguins. Ce reportage de l'agence de presse AP vous en dit plus. Il est relaté par Yacouba Ouitraogo. Les chercheurs en santé publique de la London School of Hygiene and Tropical Medicine ont examiné les dossiers de 420 000 personnes inscrites à la UK Biobank qui stocke des données biomédicales telles que des scanners et des résultats d'analyse sanguine. Les scientifiques ont sélectionné les personnes inscrites entre 2006 et 2010 et inclus d'autres qui n'avaient pas d'antécédents cardiaques. Ils en sont arrivés à la conclusion que les liens entre maladie cardiaque et diabète sont réels. Ce que nous avons constaté, c'est que le risque de maladie cardiaque est présent à la fois chez les personnes qui ont un taux de sucre sanguin très élevé, ce qui correspond généralement aux valeurs utilisées pour définir le diabète. Mais nous avons aussi constaté que ces risques sont présents chez les hommes et les femmes dont la glycémie est modérément élevée en deçà du seuil typique du diabète. L'étude a révélé que les hommes prédiabétiques dont la glycémie est inférieure au seuil du diabète présentent un risque de souffrir de maladies cardiaques. Ce risque est beaucoup plus élevé pour les hommes déjà diabétiques. Pour les femmes,
Les résultats sont bien pires. Les hommes présentent un risque accru de maladies cardiaques de 30 à 50%. Cela va de 30% à un niveau modérément élevé, le niveau de prédiabète, jusqu'au niveau de diabète. Chez les femmes, les mêmes chiffres varient de 50 à 100% du prédiabète au diabète. L'auteur principal de la recherche, le Dr Christopher Rench, identifie 4 facteurs qui expliquent la grande variation entre les hommes et les femmes dans la relation entre la glycémie et les maladies cardiaques. Ces 4 facteurs sont, pour 2 d'entre eux, des mesures de l'obésité, l'indice de masse corporelle et le rapport taille-hanche. Les 2 autres sont l'utilisation des médicaments préventifs tels que les antihypertenseurs et les statines. Les femmes, quel que soit leur niveau de glycémie, sont plus obèses et ont un rapport taille-hanche plus défavorable que les hommes de notre échantillon. Le glucose varie en fonction de ce que vous mangez au cours d'une journée. Par exemple, lorsque vous absorbez soudainement une grande quantité de sucre après avoir consommé une boisson gazeuse, explique le Dr Rench. Deborah Ouidra est une dresseuse de chiens d'assistance dévouée. Elle le fait depuis ses années de lycée. La VOA l'a récemment rencontrée alors qu'elle travaillait avec l'ONG Guiding Eyes for the Blind, c'est-à-dire des yeux guides pour les aveugles, afin de préparer leur chiot Aike à son entraînement officiel. Reportage de Faiza El Masri de VOA depuis Octon en Virginie, ici aux États-Unis. Le récit est de Dili Diko. Je m'appelle Deb Ouidra, j'enseigne l'anglais au lycée de Chantilly et je suis également dresseuse de chiots pour Guiding Eyes for the Blind. Notre travail en tant que dresseur consiste à travailler avec les chiots dès l'âge de 3 mois environ, puis à augmenter progressivement la durée et le temps pendant lequel nous les exposons à des expériences intenses dans la société. C'est pourquoi j'emmène les chiens que je dresse au lycée. C'est un lieu très animé. Des exercices de simulation en cas d'incendie. Toutes ces choses créent une liste d'expériences intéressantes pour un chien guide qui devra un jour sortir sans être affecté par le passage d'une ambulance ou le fait que quelqu'un le touche ou lui marche dessus. Les élèves adorent Ike. Il apporte du calme dans la salle et parfois un peu d'amusement. Très souvent, je pense qu'ils ne savent même pas qu'il est là. Il est à côté de moi et il est très calme. Tous les chiens que j'élève sont en général très calmes. Ils peuvent rester couchés toute la journée à l'école, ce qu'ils feront probablement un jour avec une personne nécessitant un chien guide. Ils iront au travail, seront sous un bureau et seront très calmes pendant la plus grande partie de la journée. J'ai grandi avec des chiens et j'ai passé beaucoup de temps avec eux. Ils nous accompagnaient partout. Lorsque j'étais à l'école en Californie, la mère d'une de mes camarades de classe était aveugle. Cela m'a amené à m'intéresser au monde des chiens d'assistance et je lui ai présenté un chien guide. Elle ne savait pas que les chiens d'assistance étaient gratuits. Ainsi, elle a eu son premier chien guide. Et j'ai réalisé à quel point le fait d'avoir un de ces chiens est un moyen de regagner son indépendance. Aujourd'hui, nous allons déposer Ike et un autre chiot dans un centre de dressage. Tu es prêt pour un peu d'activité ? Aujourd'hui, c'est son dernier jour. Nous lui dirons donc au revoir lorsque nous le déposerons à Guiding Eyes. C'est une expérience très très émouvante. Vous savez que ce chien avec lequel vous avez passé tant de temps va aider une autre personne de façon vraiment magnifique. Oui, voilà, désolée. C'est très émouvant pour moi. C'est la fin de ce programme Carnet de santé. Merci de l'avoir suivi. Pour plus d'informations sur la santé, restez connectés à La Voix de l'Amérique et sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et vos réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. D'ici à la prochaine fois, portez-vous bien et efforcez-vous de faire de chaque jour une journée saine. À très bientôt.